dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, le quart d'heure thématique. Nous parlons gestion thématique justement avec un focus ce soir sur le thème de l'exploration spatiale décryptée comme il se doit par Ronnie Michalil, président de Galilée Asset Management. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Bon, que dire de ce thème de l'exploration spatiale, alors qui appartient aux 25 grandes thématiques que vous analysez à travers votre modèle de recherche propriétaire, le codex des thématiques. C'est peut-être quand même une des thématiques les plus nouvelles, non, Ronnie ? Absolument. Oui. On n'a pas vraiment de données dans nos indicateurs avant 2022, on va dire. Dans nos indicateurs, bien sûr, on va chercher les fonds et les ETF de la place. Et bien sûr, on va agréger après les sociétés qui reviennent le plus, dont les occurrences sont les plus nombreuses. Et on n'a pas vraiment de données avant 2022 parce qu'il n'y a pas assez de fonds et pas assez d'ETF qui existent. Un gisement qui n'existait pas il y a encore quelques années à peine. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut dire de la thématique au sens large et en quoi est-ce qu'elle coche les cases d'une méga tendance, Ronnie ? Alors déjà, pour expliquer, pour ceux qui ne suivraient pas forcément tous les développements de l'exploration spatiale, il y a deux principaux objectifs dans cette thématique. Le premier, long terme, rendre la vie multiplanétaire. Quoique le président Trump veut que nous allions sur Mars à la fin, avant la fin de son mandat. Oui. Donc ça devient peut-être un peu moins long terme qu'on le pense. Ouais. Et améliorer la vie sur Terre via l'étude de l'espace. Ça, c'est plutôt un objectif court terme, moyen terme, qui est actuellement déjà opérant. Donc voilà, évidemment, après, on va regarder si la thématique est structurelle, internationale et transversale, c'est ça qui lui fait mériter le rang de thématique d'investissement. Et alors, sur cette thématique, déjà, elle est portée par 3 méga-tendances, donc c'est beaucoup. La révolution digitale et robotique, la mutation des modes de consommation avec tous les services liés à l'espace maintenant qu'on utilise dans la vie de tous les jours, et la transition énergétique. Bien sûr, c'est quand même encore les dépenses publiques qui sont très importantes dans cette thématique, mais il y a de plus en plus de partenariats public-privé. On pourra évoquer bien sûr celui entre la NASA et SpaceX, mais ce qui fait vraiment le catalyseur de cette thématique, c'est la baisse colossale du prix, du coût de lancement des satellites. En fait, on était à 18 000 dollars par kilo de satellite lancé en 2000. On est maintenant à 2500 dollars par kilo de satellite lancé aujourd'hui. Donc ça a énormément chuté. Et en plus, on a un peu des nouveaux marchés, le tourisme spatial qui se développe de plus en plus. Alors, l'exploitation des ressources spatiales, c'est plutôt quelque chose qui est prospectif, mais pourquoi pas ? Et tout ça donne finalement des perspectives stratosphériques, si j'ose dire, à cette thématique, puisqu'on est censé passer de 630 milliards, un marché de 630 milliards aujourd'hui en chiffre d'affaires, bien sûr, à 1800 milliards en 2035, donc à peu près dans 10 ans. Donc ça, c'est pour la dimension structurelle. Après, je peux détailler international et transversal, si vous voulez, très rapidement. Mais sur l'international, bon, ce qu'on peut dire, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a la fameuse guerre des étoiles. L'accès au statut de puissance est permis par le fait qu'on ait une puissance spatiale. D'ailleurs, vous connaissiez l'US Navy, l'US Air Force. Maintenant, vous avez, depuis l'administration Trump 1, l'US Space Force, parce que l'espace a été élevé au rang de priorité stratégique sous l'administration Trump 1. Ce sera encore plus le cas sous Trump 2. Et transversal, alors très rapidement, on retrouve cette thématique, on retrouve beaucoup de secteurs dans cette thématique, c'est ce qui fait son caractère multisectoriel, transversal. Bien sûr, l'industrie, je pense à une boîte comme Rocket Lab, qui a lancé récemment 2 fusées et qui commence à prendre de l'ampleur. C'est quand même plus 320% de performance cette année, Rocket Lab. Mais aussi, bien sûr, dans la météorologie, dans la géolocalisation, dans les télécommunications, dans le tourisme, on vient d'en parler, et dans la santé. Bon, vous le disiez, effectivement, les perspectives sont assez incroyables, la prospective chiffrée est assez spectaculaire, et donc depuis 2 ans, depuis qu'on a un gisement qui permet de mesurer la performance de cette thématique, oui, c'est une thématique qui performe très bien. C'est ça, Ronnie, qu'il faut comprendre. Tout à fait. Alors, surtout, elle a décollé, si j'ose dire, cette année. On voit qu'effectivement, jusque... sur le graphique ici avec l'exploration spatiale en bleu, le MSCI World,
en gris, on voit que ça suit à peu près les performances du MSCI World jusqu'à peu près la fin de l'année dernière et que réellement, cette année, ça a vraiment décollé. Une performance de 39% cette année. J'étais venu l'année dernière à peu près la même période pour vous la présenter. Il y a 53% de performance depuis la dernière fois qu'on s'est vu. En 2023, c'était plus 19 et 2022, c'était l'année effectivement où il ne fallait pas l'avoir parce qu'on a fait moins 20. Hausse des taux, etc. C'était pas le sujet de l'exploration spatiale pour tout de suite, quoi. Tout à fait. Cela dit, hausse des taux, Grégoire, c'est plus mitigé que ça parce que finalement, il y a beaucoup de défense dans cette thématique. Et donc, en fait, quand on regarde la corrélation MSCI World Growth, c'est 0,76 et la corrélation MSCI Growth Value, c'est 0,76 aussi. Donc, c'est vraiment une thématique très blend. Voilà. En termes de croissance de bénéfices par action, on est plutôt sur du 12-13% de croissance. J'avais coutume de dire à l'époque que cette thématique permettait d'avoir les croissances des thématiques autour de la tech, comme le cloud, la robotique et l'IA, etc., sans en payer le prix. Là, les valos ont quand même augmenté, puisqu'on est à 27 fois au niveau du... quand même, au niveau les 7 magnifiques se payent 30 fois, quoi. Donc on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. PE-là, quoi. On est, par rapport au cloud et à l'IA, on est peut-être 3-4 points en dessous, pas plus. Donc voilà, et beaucoup d'intensité de R&D dans cette thématique. Plus de 6% du chiffre d'affaires en moyenne de ces boîtes sont réinvestis dans la recherche. Bon, justement, qu'est-ce qui fait les forces, qu'est-ce qui font les forces et les faiblesses de cette thématique, Ronnie ? Alors, les forces, bon, clairement, sans aucun conteste, on en a déjà parlé, la baisse du coût du lancement. D'ailleurs, ça se voit dans les chiffres. On avait 2300 satellites en 2019 en orbite. En tout et pour tout, aujourd'hui, on en a plus de 10 000 quand même. Donc, réellement, il y a eu un essor incroyable du nombre d'objets qui ont été lancés depuis ces dernières années. Bien sûr, notamment en relation avec Starlink et la constellation qui est autour de l'entreprise d'Elon Musk. Maintenant, on a beaucoup de partenariats publics-privés. On a parlé un petit peu de la NASA avec SpaceX. Alors évidemment, la NASA a reconduit SpaceX pour l'envoi d'astronautes vers la Station spatiale internationale et qui devrait d'ailleurs viser à avoir des Américains dans la Station spatiale internationale jusqu'en 2030, tout en sachant qu'en 2031, elle disparaît, donc quasiment une présence continue finalement. Également, SpaceX a été choisi par la NASA pour tout ce qui est système d'atterrissage lunaire dans le cadre du programme Artemis, qui vise à renvoyer des astronautes sur la Lune. Donc ça, c'est un exemple de partenariat public-privé. On a aussi Palantir, Microsoft. Alors, c'est deux entreprises privées, mais Palantir a vocation à fournir à des agences de renseignement, à des agences de défense des données qui sont ensuite utilisées et mises sur les clouds de Microsoft. Donc ça, c'est je comprends. Au niveau d'entreprises privées pour le public. Donc ça, c'est vraiment les points forts et l'implication des milliardaires. Il n'y a pas que Elon Musk, il y a Jeff Bezos avec Blue Origin, il y a Richard Branson, voilà pour les points forts. Les points faibles, on a eu en géopolitique quelques anicroches entre la Russie, par exemple, et les États-Unis quand il y a eu l'éclatement de la guerre en Ukraine dans la Station spatiale internationale. Ça peut aussi faire perdre du temps et de l'argent à beaucoup de sociétés impliquées, et tous les sous-traitants d'ailleurs. Il y a la question de la privatisation de l'espace à des fins commerciales. Peut-être qu'on va légiférer à un moment, donc il faut faire attention quand même à toutes ces boîtes. Oui, il y a un cadre réglementaire qui est assez léger, j'imagine, à ce stade. Pour l'instant. Et puis, il y a bien sûr la notion de conflit d'intérêts avec Elon Musk qui avait des soucis avec la FAA, vous savez, le régulateur aérien américain qui trouvait qu'il n'était pas assez rapide pour autoriser les lancements de Starship, ou encore qui souhaitait un petit peu adapter les normes environnementales pour les lancements. On verra quel rôle aura Elon Musk, alors pas dans l'administration Trump, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y serait pas, mais autour ou à côté de l'administration Trump, effectivement, et comment cette question des conflits d'intérêts entre ces différentes entreprises, dans l'espace, mais dans l'automobile également, se retrouveront à travers le rôle qu'ils pourraient avoir auprès de l'administration de Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut dire donc du gisement qui n'existait pas il y a quelques années, mais qui est en train de se former et de grossir aujourd'hui autour de ce thème de l'exploration spatiale? Absolument. Alors, il n'y a pas encore énormément de fonds et d'ETF. On a créé, nous, ce qu'on appelle un AMC, un Actively Managed Certificate, en allant chercher
les sociétés qui revenaient le plus dans les fonds et les ETF de la place, et on a pris les 50 les plus représentatives. Et donc cet AMC s'appelle Space Exploration. Il est réservé aux professionnels ou alors aux particuliers, mais qui ont des mandats discrétionnaires gérés par des professionnels. Et en fait, son intérêt, c'est qu'il va avoir une liquidité un petit peu comme un ETF. On va avoir une transparence totale en fait des actions qui sont dedans. Et donc, réellement, on va pouvoir avoir la quintessence, on va dire, des sociétés qui représentent cette thématique. C'est assez pur, là. C'est assez pur, d'accord, effectivement. Okay. Et en fait, on enlève la subjectivité, parce que le problème de l'investissement thématique, c'est qu'il est subjectif, c'est sa richesse, mais c'est aussi sa faiblesse. On enlève la subjectivité, puisqu'on va regarder dans tous les fonds et les ETF les actions qui ressortent le plus, et on va les filtrer finalement pour avoir cet AMC. D'accord. Donc ça, c'est premièrement, bien sûr. Deuxièmement, à la concurrence, vous avez VanEck Space Innovators, ce qui est intéressant avec cet ETF, c'est qu'il va vraiment chercher les actions disruptives qui sont déjà dans une thématique disruptive. D'accord. Voilà, donc c'est les actions finalement qui vont façonner la future ère spatiale commerciale. Ça, c'est assez intéressant. Quand même des pure players et qui sont tournés vers le business de l'espace, l'économie de l'espace. Et enfin, vous avez Invesco Aerospace and Defense pour les investisseurs qui veulent aller sur la thématique mais sans y mettre 100% les pieds. Vous allez avoir plus des boîtes qui aussi appartiennent au segment de la défense. Vous allez avoir du Honeywell, vous avez alors du Lockheed Martin qui ont des activités spatiales et aussi de défense. Ça équilibre ou ça stabilise aussi un petit peu la thématique, j'imagine. C'est l'intérêt d'avoir ce genre de couple dans la thématique. Absolument. Chez Invesco en l'occurrence. Merci beaucoup Ronnie. Merci d'être venu nous voir pour évoquer ce thème de l'exploration spatiale. On en avait parlé il y a un an effectivement, mais là c'est un thème qui a vraiment pris son essor au cours de cette année 2024 sur le plan boursier en tout cas. Ronnie Michali qui était avec nous en plateau, le président de Galilée Asset Management.